ont parlé. Honoré Naom. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou. Après une tentative infructueuse, les partenaires sociaux ont enfin battu le macadam. Ce samedi 11 mai 2024, ils sont vent debout contre la vie chère, la mauvaise gouvernance et la remise en cause des acquis sociaux. Leur déclaration fait référence à l'adoption de la loi sur l'embauche, le placement de la main-d'œuvre et la résiliation de contrats de travail et l'encadrement du droit de grève en République du Bénin. Pour les très fâchés, ce sont ces dispositions qui ont conduit à la misère des travailleurs. Pour analyser cette protestation dans les rues et faire des propositions concrètes pour pacifier les cœurs, nous avons invité pour vous Monsieur Guillaume Atibé. Il est ancien président du Conseil national du dialogue social, CNDS. Monsieur Guillaume Atibé, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Nao. Merci d'avoir accepté donc notre invitation sur cette émission. Je précise que vous êtes un ancien syndicaliste. Vous avez dirigé durant des années un syndicat ou une confédération syndicale, CSA Bénin. Vous êtes donc à la retraite, mais vous êtes en activité toujours sur pied pour faire le combat citoyen pour le bien de la communauté. Merci. Nous vous remercions donc pour votre disponibilité, chères auditrices et auditeurs. Vous aurez également la possibilité d'intervenir sur cette émission dans une quarantaine de minutes. Vous aurez donc à prendre la parole aussi pour intervenir et poser vos questions et faire votre commentaire sur cette actualité. Vous pouvez également laisser votre question de questions courtes via WhatsApp au numéro 50 52 52 73. Et donc je disais aussi qu'il faut savoir qu'à la mise en onde de cette émission, nous avons Ghislain Abangba et à la prise de vue, Job Chipé, à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je vous retrouve à présent, Monsieur Guillaume Atibé, à nouveau bonjour. Bonjour. C'est la pleine forme, j'espère. Ça va. D'accord. J'aimerais, pour démarrer cette émission, faire une incursion dans la structure que vous avez donc dirigée il n'y a pas très longtemps, le Conseil national du dialogue social. L'expérience à ce niveau, c'était comment? Oui, elle a été bonne. Oui. Elle a été bonne. C'était une commission tripartite. D'accord. Employeurs, gouvernement et travailleurs. Oui. Qui prévient beaucoup plus les conflits. Nous sommes à la formation des travailleurs pour la mise en place des structures de dialogue social. Et je crois que oui, nous faisons beaucoup d'anticipation par rapport aux crises sociaux. D'accord. Aux crises sociales, pardon. Voilà. Donc, je pense que c'est une structure qui n'a pas trop duré dans le temps. Ça n'a duré que 4 ans. D'accord. Juste un mandat. Et puis, bon, ça a disparu. D'accord. Mais quand même, vous avez eu le temps donc de régler un certain nombre de problèmes dans la communauté. Absolument, absolument. Et les problèmes qui surgissent aujourd'hui ne sont pas nouveaux. C'est ça. Ne sont pas nouveaux. Je crois que c'est des problèmes que nous avions eu à aborder dans un cadre tripartite. Et il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites concernant par exemple les libertés, la liberté syndicale, le droit de grève, la question de l'embauche qui est évoquée aujourd'hui. Tout à fait. Et bien d'autres. On avait travaillé là-dessus et puis bon, aujourd'hui les propositions sont là. D'accord. Donc qui peuvent être exploitées, actualisées et exploitées. D'accord. Et je voudrais donc confier sur ce plateau également qu'au cours de votre mandat, vous avez eu à organiser beaucoup de formations. Vous pensez que ça a eu d'impact? Bon. Parce que moi-même, j'ai été formé là, au cours de cette période, pour le dialogue social. Je ne me souviens plus de votre passage. Oui. Non, je crois que à la fin du mandat, nous avons sollicité le Bureau international du travail qui a envoyé un évaluateur, qui a recruté un évaluateur. Tout à fait.
Et une évaluation a été faite et je crois qu'elle n'a pas été si mauvaise que ça. D'accord. Vous pouvez dire que vous avez joué la partition, vous avez fait le job, comme cela se doit. On peut le dire. Absolument. D'accord. Pour démarrer donc sur la thématique du jour, je vais donc vous proposer un petit extrait de la déclaration évoquée hier, bien entendu, par les travailleurs. Je vais vous proposer ça et après on reviendra sur le plateau pour la suite. Merci. Des acquis sociaux. Les travailleurs du Bénin vivent depuis l'avènement du régime de la rupture en 2016 diverses misères. Tout a commencé par le vote de la loi 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Cette loi a en effet été l'outil imaginé par le pouvoir pour précariser l'emploi et vider le contrat de travail de toute sa substance. Poursuivant ce plan machiavélique contre les travailleurs, le gouvernement s'est attaqué à la loi portant exercice de droit de grève, qu'il a modifié 3 fois en l'espace de 4 années pour arracher le droit de grève à plusieurs catégories professionnelles et celles qui n'en sont pas interdites le sont presque, puisque limitées désormais à 10 jours de grève pour une année. Comme si cela ne suffisait pas, le statut général de la fonction publique a été attaqué pour être désarticulé à travers les modifications opportunistes dont il a été l'objet par l'introduction pour la première fois dans le langage de la fonction publique du licenciement. De même, les dispositions liberticides ont été introduites dans le code pénal, la loi sur le numérique et d'autres lois nuitamment votées pour entraver la jouissance des libertés les plus élémentaires que le peuple béninois a chèrement acquises. Pendant ce temps, les inégalités se sont accrues entre les citoyens végétants, de plus en plus dans l'extrême pauvreté, et le personnel politique, les amis, les parents, les alliés, les partisans politiques, recasés dans les multiples agences créées pour désorganiser les ministères et institutions de la République avec des salaires mirobolants. Tenez, pendant que le préfet gagne 5 millions par mois, quand le député a vu ses avantages multipliés, quand le directeur de cabinet est à 3 millions le mois, quand le salaire du ministre et du président de la République sont un mystère, les autres couches sociales sont exploitées et leurs acquis sont supprimés. Conséquence, la pauvreté est devenue endémique dans notre pays. Après avoir qualifié l'intelligence du Bénin de désert de compétences, les fleurons de l'économie béninoise, les entreprises publiques et les autres administrations stratégiques ont été confiées à des expatriés. Est-ce que c'est bon ça? Voilà, c'est un extrait que je vous ai donc proposé pour entrer dans le vif du sujet de cette émission. On voit très bien que les syndicalistes ont décidé de faire une marche, les travailleurs ont décidé de faire une marche pour parler de la vie chère. Mais on a vu quand même qu'au cours de cette déclaration, il y a plusieurs autres éléments qui ont été donc évoqués. La loi sur l'embauche et tout ça. Est-ce que pour vous, c'est stratégique? Oui, merci, monsieur le journaliste. Oui. Et je pense que, permettez-moi quand même, allez-y, de revenir un peu en arrière. D'accord. Pour dire que depuis l'avènement du gouvernement de la rupture, sous le président Talon, je crois que au départ, l'ambiance n'était pas bonne. D'accord. Par la suite, et ça s'est
améliorée avec un certain nombre de mesures que personnellement, pour la plupart, je trouve comme des mesures conservatoires. D'accord. C'est un peu le problème de la loi sur le droit de grève. Oui. Même en partie la question de l'embauche, de la loi sur l'embauche. Alors, je crois que chemin faisant, les syndicalistes se sont adaptés plus ou moins au nouvel environnement et il y a eu une accalmie totale dans le pays. C'est ça. Et pendant des années. D'accord. Tout simplement parce que le gouvernement a mis en place, à différents niveaux, un mécanisme de dialogue qui fonctionnait tant bien que mal. Mais ces derniers mois, nous avons constaté que le fonctionnement de cette structure de dialogue n'était plus ce qu'il était. D'accord. Les contacts entre gouvernement et organisations syndicales ne marchaient plus. Il y avait une seule commission tripartite, la commission que dirige le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, Oui. bon, qui fonctionne de façon sporadique. Donc, du coup, il y a eu accumulation de problèmes. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, ça ne doit pas étonner. Donc c'est parce que, à un moment donné, le dialogue ne fonctionnait plus. Le dialogue ne fonctionnait plus. Le dialogue ne fonctionnait plus et les syndicalistes ont l'impression qu'ils sont ignorés pratiquement. D'accord. Hein? Tout ce qu'ils disaient était fou les pieds. Et il y a leurs militants qui protestent. Si les dirigeants doivent aller au même rythme que les militants, ça fait longtemps que ça aurait explosé. Okay. Parce qu'on écoute les gens dans la ville. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le ras-le-bol. Hein, au niveau, vraiment, des militants qui ont poussé les dirigeants, quand même, à prendre, disons, leurs responsabilités. Donc, selon vous, ce sont les militants à la base qui ont mis la pression sur les dirigeants Absolument. syndicaux. Absolument. Et c'est pourquoi ils ont décidé donc de protester dans les rues. Ah oui, oui. D'accord. Oui. Je reviens sur ma préoccupation. Parce que oui. ce qu'on doit savoir, que ce soit la grève ou les marches, Oui. ce ne sont pas des outils privilégiés des syndicats. Non. C'est des moyens de pression qui interviennent à un moment donné pour se faire entendre. Pour se faire entendre. Donc, à l'allure où voit les choses aujourd'hui, Oui. c'est tout simplement parce que on ne les entendait plus, on ne les écoutait plus. Et ils n'avaient plus d'autres moyens pour s'exprimer. D'accord. Et c'est pour cela que c'est sur la place publique. Malheureusement, ça arrive à un moment où le gouvernement fait face à beaucoup d'autres problèmes. Voilà. C'est pour cela que certains pensent que ce qui se passe a un relent politique et autres. Non, je crois que c'est des problèmes sociaux vraiment qui existent. Maintenant, s'il y a des ramifications et autres, c'est pas là l'essentiel. L'essentiel ici, c'est qu'on puisse regarder en face les réalités sociales. Les réalités et trouver vraiment des portes de sortie, des solutions. D'accord. Je reviens sur ma préoccupation de départ. Ouais. Est-ce que c'est bien de dire que nous voulons marcher pour protester contre, comment dirais-je, la vie chère, Oui. et mélanger ça avec d'autres réalités? Est-ce que cela ne crée pas une confusion de lecture? Est-ce que ça facilite plutôt la lecture selon vous? Monsieur Naoum, Oui. ce que vous devez vous dire, D'accord. cette marche, dans la première marche Oui. avortée, Oui. était arrivée à la veille pratiquement de la fête du 1er mai, C'est ça. la fête du travail. Tout à fait. Et la dernière marche, et le 1er mai, il n'y a pas eu les cahiers de doléances. Oui. Il n'y a pas eu les cahiers de doléances. D'accord. Et la marche du 11, je crois, c'est le Parce 11. qu'il y a eu quand même une marche le 1er mai. Oui, il y a eu une marche Oui, oui.
d'une centrale. C'est ça, le 1er mai. Le 1er mai. Oui. Et tout le monde sait comment ça s'est terminé, cette marche-là. D'accord. Bon, alors, donc, c'est la première occasion pour les travailleurs, disons, de faire connaître un peu davantage leurs préoccupations. Donc, il faut aller parce qu'à l'occasion de la fête du 1er mai, c'est le moment où on dépose les cahiers de doléances. Donc, tout ce qui est cité là, il faut prendre ça comme vraiment les préoccupations des travailleurs. Aussi bien des travailleurs directs que de la société, hein, parce que l'un dans l'autre, hein, il faut comprendre ce qui se passe. D'accord. Alors, fondamentalement, quand vous voyez aujourd'hui les syndicalistes, parce que vous l'avez bien mentionné, il y a eu des modifications de lois qui ont été donc décriées par les centrales et organisations de la société civile, la loi sur l'embauche et tout ça, mais l'accalmie qu'on a constatée, avant maintenant, comment dirais-je, que les syndicalistes lèvent le bouclier comme cela se doit, est-ce que c'était vraiment favorable pour les syndicalistes d'avoir observé cette trêve en quelque sorte? Oui, vous savez... Parce qu'on a senti quand même le silence plat dans le pays. Il n'y avait plus de marche, il n'y avait plus de protestation durant des années. Est-ce que les syndicalistes n'ont pas péché en baissant la garde durant une période donnée? Oui. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que les rapports professionnels, parce que entre le gouvernement et les organismes syndicaux, c'est un peu la gestion des rapports professionnels. Ces rapports évoluent. Et dites-vous une chose, le gouvernement Talon, dans sa méthode, n'est pas tellement... disons, le reflet de ce qu'on a connu jusque-là. Hein? C'est toute une nouvelle organisation. Avec les réformes, avec des approches vraiment, ça il faut le reconnaître. Nous, on est passé par là, on a vécu des choses. Mais je crois qu'avec le gouvernement Talon, tel qu'il est venu, avec sa méthode, les gens ont besoin de prendre du recul. Voilà. Et ils ont pris tout ce temps-là, il faut voir ça comme le temps de recul. Bon, il y a aussi les contradictions internes aux organisations, ça ne manque pas. Hein? Mais finalement, on les a poussés pratiquement au bout. Et l'unité d'action qui n'était pas acquise au départ, et le gouvernement, avec ses mesures, tout ça, a rapproché les différentes positions. Donc, aujourd'hui, les centrales pratiquement parlent d'une même voix. Et c'est un peu cela. Donc, il a fallu du temps pour en arriver là. Donc, selon vous, donc, ça veut dire que la gouvernance de Patrice Talon a perturbé un tant soit peu l'organisation syndicale. Absolument, parce que nous, en notre temps, la plupart des dirigeants qui sont là aujourd'hui, ils avaient été nos collaborateurs. Ils savaient bien comment ça fonctionnait. Donc, ils ont pris le relais. Et c'est un peu dans cette ambiance-là qu'ils ont travaillé jusque-là. Mais à partir du moment où les choses ont changé, ils doivent prendre le recul nécessaire. Donc, le silence qu'il y a eu, tout ça, il ne faut pas interpréter ça comme... une faiblesse, non, comme une faiblesse, non, pas nécessairement. D'accord. Pas nécessairement, mais je crois que c'est le temps qu'ils s'organisent, le temps qu'ils élaborent leur stratégie pour repartir de plus belle. Donc, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est de cette manière qu'il faut l'interpréter. Alors, au moment où vous étiez aux affaires, si vous aviez eu l'opportunité de vous retrouver en face d'une gouvernance pareille, quelle devrait être normalement la stratégie à adopter? Je crois que, vous savez, hein, il faut aller sur le terrain du gouvernement. Oui. Le gouvernement Patrice Talon anticipe beaucoup. C'est cette force d'anticipation qui perturbe tout ce qui existait avant. C'est ça. Donc, pendant longtemps, avec, disons, cette méthode d'anticipation, les syndicats ont subi.
Hein, ça leur tombe là-dessus au moment où ils ne s'attendent pas. Hein, ça leur tombe et puis bon, pendant que vous faites face à ceci, c'est autre chose qui vient de là, ainsi de suite. Non, je crois que... et puis n'oubliez pas les origines du président Talon. C'est un employeur. Hein? Il sait bien, il connaît bien le terrain. Il sait bien de quoi il s'agit. D'accord. Hein? Donc, tout ça, quand on prend en compte, on ne doit pas s'étonner un peu de tout ce qui s'est passé. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons face à la montée donc, de la pression au niveau des organisations syndicales. Vous voyez ça durable ou bien c'est juste un comeback rapide pour dire au président Patrice Talon que nous sommes là, on ne dort pas? Ou bien vous voyez la chose maintenant dans la durabilité? Je crois que je vais aborder la question d'une autre manière. D'accord, allez-y, je vous laisse la main. Je crois qu'il faut partir de la déclaration des organisations syndicales. D'accord. C'est déjà un grand pas. Ok. Donc le gouvernement de la matière devant lui, parce que toute cette panoplie vraiment de points soulevés par-ci, par-là, tout ça, il y a des points en principe. Parce qu'ils ont parlé de fiscalité qui dérange, ils ont parlé de TVM, le coût de l'électricité, le coût de l'eau, ils ont parlé de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Et il n'y a pas que ça. Les questions de liberté. Voilà. Hein, les questions, par exemple, par rapport à la question sur le droit de grève. Tout à l'heure, je parlais de mesures conservatoires. Les mesures qui avaient été prises à l'époque étaient dues... C'était pour répondre véritablement à un problème. Parce que ça n'allait pas, par exemple, dans le secteur de la santé. De la santé, tout ça. De l'éducation. Et le gouvernement ne peut pas rester, disons, les bras croisés. Donc, des mesures ont été prises. Mais ces mesures ne peuvent être que des mesures conservatoires parce que, quelque part, ces mesures violent les engagements antérieurs pris par le Bénin. D'accord. Notamment les conventions internationales et les recommandations de l'Organisation internationale du travail. Donc, il est permis au gouvernement de prendre des mesures conservatoires pour recadrer les choses. Mais ça ne peut pas être érigé en choses là. Donc, je crois que c'est le moment de revenir, de revoir un peu ces dispositions-là. D'accord. Et se pencher là-dessus aujourd'hui, pour les travailleurs, je crois que ça va être déjà quelque chose, un pas qui aurait été fait par le gouvernement. D'accord. La question de la loi sur l'embauche. Au niveau du CNTS, dans un cadre tripartite, gouvernement, employeur, travailleur, au moment où la loi a été votée en 2017, nous avions, avec l'appui d'un partenaire belge, commandité une étude. Cette étude a abouti à un certain nombre de recommandations qui avaient été faites. Bon. Je crois qu'il s'agit de dépoussiérer toutes ces choses-là et de voir concrètement, étant entendu que les partenaires sociaux, il y avait convergence de points de vue sur l'étude et qu'il y a différentes propositions qui avaient été faites. Non, je crois que le gouvernement a un certain nombre d'éléments qu'il peut exploiter parce que la préoccupation des travailleurs, tels qu'ils le disent aujourd'hui, il faut trouver des solutions à impact immédiat. D'accord. À impact immédiat. Donc, pour vous, le gouvernement doit saisir la perche. Tout n'est pas argent. D'accord. Cash. Voilà. Tous les problèmes ne sont pas argent cash. Vous voyez, le gouvernement aussi doit tirer expérience de son passé. Ici, par exemple, il a fallu, comme en Tunisie, avoir, la grève du pain. Oui. Mais ça n'a pas eu lieu. Le gouvernement, à l'époque, avait pu trouver les astuces nécessaires pour apaiser la situation et le prix du pain est resté à 125, voire 150 francs CFA. Donc, je crois qu'il faut tirer expérience du passé. Le problème du maïs qui se pose aujourd'hui, je pense que sur ce plan, par exemple, les organisations d'employeurs qui ont un statut de syndicat, c'est des syndicats, syndicats d'employeurs. Le patronat.
Le patronat, non, c'est des syndicats. Quand on les appelle patronat, tout simplement, on ne voit pas un peu le contenu. Le côté syndicaliste. Ils défendent leur corporation, hein, les intérêts professionnels et ainsi de suite. Donc, moi, je pense que sur ce plan, le gouvernement a travaillé et les employeurs doivent l'aider. Surtout les organisations d'employeurs doivent aider le gouvernement à maîtriser davantage le secteur informel. Hein? Parce que ceux qui vendent le maïs à l'étranger, à l'étranger, tout ça là, mais à une certaine échelle, ils deviennent vraiment des grossistes. Hein? Donc, les organisations d'employeurs doivent se préoccuper de ces gens-là et le gouvernement doit s'appuyer sur ces organisations-là. Hein, parce que les organisations d'employeurs, les deux organisations d'employeurs qui sont là aujourd'hui, siègent au niveau du conseil, du cadre de concertation et de dialogue social. Bon, alors, il faut qu'ils fassent, il faut qu'ils apportent leur grain de sel. Hein, donc, le gouvernement, par exemple, pour ce qui se passe avec le maïs et autres là, n'a pas tellement d'interlocuteurs en tant que tel. Hein? Au niveau, bon, les producteurs produisent, mais ils ne sont pas les exportateurs. Ils ne sont pas les vendeurs. Ils ne sont pas les vendeurs. Alors, les organisations d'employeurs sont là pour ça. Alors, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Hein? Donc, moi, je crois que c'est un maillon important dans ce qui se passe aujourd'hui et le gouvernement doit pouvoir prendre cela en compte. Il faut tirer l'expérience du passé. C'est pas seulement les questions d'impôts, comment est-ce qu'il faut moins taxer les entreprises. Non, c'est pas seulement le rôle des organisations d'employeurs. Hein? Mais d'un autre côté, ils doivent aider le gouvernement aussi à maîtriser un peu ces circuits-là. Hein, d'exportation des grains, enfin des produits vivriers. Ils doivent pouvoir se retrouver entre eux et réfléchir pour protéger l'économie béninoise. Parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent très bien. Donc, personnellement, je ne les sens pas, je ne les vois pas. Et on semble les laisser. Et c'est seulement un corps à corps. C'est pour cela qu'on voit un corps à corps direct entre les syndicats et le gouvernement. Or, eux, ils sont là. En principe, ils doivent jouer leur partition. Vous voyez que, véritablement, ils sont en train de dormir, les organisations patronales. Ah oui, je ne dis pas qu'ils dorment, mais je crois que... C'est amorphe. Ils ont beaucoup à faire que vraiment de rester dans leur position actuelle d'inactivité. Et puis bon, c'est tout comme si ce qui se passe là, ça ne les concerne pas. Hein? Non, il faut que le gouvernement aille de ce côté-là. Pour maîtriser un peu ces circuits-là. Il y a cela. Hein? Parce que le gouvernement a pris quand même la décision d'interdire donc la sortie des produits vivriers du pays de façon frauduleuse. Mais c'est des hommes qui agissent. Et ces hommes-là se trouvent... Dans une corporation. Absolument. Il faut voir ça. Il faut voir ça. Personnellement, je crois que si le gouvernement a pu maîtriser un certain nombre de choses, par exemple, j'ai pris l'exemple du pain tout à l'heure, c'est parce que on connaît les pâtissiers, on sait tout ça là, on va directement vers eux, on négocie avec eux, on échange. Donc, la dimension... Parce que malgré qu'ils disent que c'est pas rentable, mais ils continuent quand même de produire à ces coûts-là. Absolument, mais il y a eu les négociations. Voilà. C'est grâce aux négociations, au dialogue que les tensions se sont apaisées et les choses sont redevenues normales. Hein? Donc, moi je pense que tel que ça se passe aujourd'hui, il faut absolument que les organisations d'employeurs ne se disent pas que c'est seulement l'emploi formel qui nous intéresse, mais un peu comme les syndicats, les rapports professionnels ont pris de nouvelles dimensions. Donc, ils doivent aussi s'intéresser au secteur informel. Hein? Parce que avec la politique des impôts et tout ça là, beaucoup de gens quittent le formel pour aller se réfugier à l'informel. Ils les connaissent très bien.
D'accord. Hein? Donc voilà à peu près. Moi je crois que les mesures peuvent être prises et avec la collaboration quand même d'un certain nombre de structures qui existent ou bien de personnes, ainsi de suite. D'accord. Est-ce que c'est dans la fronde qu'on va régler ces problèmes ou bien il y aura donc d'autres méthodes à utiliser? Absolument. Moi j'ai appris que le chef de l'État a invité les syndicats pour le 23 prochain. D'accord. C'est connu, ça a été dit à l'Assemblée hier. C'est pour amorcer. Je crois que c'est déjà une ouverture. Mais un chef d'État ne négocie pas. On lui prépare des dossiers. D'accord. Et il tranche. Hein? Donc il y a un travail préalable qui doit être fait. Par qui? Qui doit être fait par son équipe et par les organisations de syndicats et d'employeurs. Hein? Le cadre, par exemple, de concertation syndicats, employeurs, travailleurs que préside Abdoulaye Biotchane, le ministre d'État, en principe est indiqué. Et le chef de l'État tranche. Le chef de l'État ne peut pas inviter le 23 les syndicats pour, disons, dire... écouter, dire, bon, ok, je vais appliquer ou je ne vais pas appliquer. Ça se prépare. Ça se prépare. Et il y a différents niveaux où ça doit être vraiment préparé. Et moi, je crois qu'il y a des pistes. Et cette piste-là doivent être explorées pour dégeler la situation. Parce que les syndicalistes, ce qu'ils veulent, bon, il y a toute une panoplie de choses. Tellement de revendications. Non, ça. mais on vous connaît en la matière. Mais il y en a oui. qui demandent des solutions immédiates. Oui. Mais il y en a qui demandent des solutions à moyen terme. À moyen terme. Voire même long terme. Non, le long terme, dans ce qui est dit là, oui. Je crois que si vraiment il y a la volonté politique et tout ce qu'il y a, je crois que on peut régler beaucoup de problèmes. Il faut ramener ça au moyen terme. Au moyen terme. Ouais. Alors aujourd'hui, vous l'avez donc mentionné, et tantôt les syndicalistes qui iront donc à la rencontre du chef de l'État, certainement pour évoquer donc toutes ces préoccupations-là. Ces syndicalistes devaient être dans quelle posture selon vous pour rencontrer le président de la République? Non, je crois que ce que moi je vais conseiller aux collègues, allez-y. Comme je le disais tout à l'heure, la rencontre avec le chef de l'État se prépare. Voilà. Ça doit se préparer. Hein? Le chef de l'État, il est là pour vraiment apporter sa touche et trancher. Hein? Mais il n'est pas là. Il ne négocie pas avec les syndicats. Il y a tout un autre cadre pour négocier. Hein? Donc, la préparation dont je parle, ce n'est pas le 23. C'est maintenant. C'est à partir de maintenant. Si effectivement le chef de l'État doit les recevoir le 23, c'est maintenant. Centrale syndicale, gouvernement, employeur doit pouvoir se mettre à l'œuvre pour sortir vraiment des propositions consensuelles qu'on peut transmettre, qu'on peut remettre au chef de l'État qui va avec son équipe qui va étudier et puis voir un peu ce qui est faisable compte tenu des contraintes budgétaires, de ceci, cela, tout ça. Donc, moi, je pense que le 23, c'est plus politique. D'accord. Ça permettra peut-être de dégeler un peu, d'apaiser les choses. Parce que je pose le problème des syndicats aujourd'hui, ce n'est pas des promesses. Non. Parce que je pose la question tout simplement en me référant à l'histoire. On avait déjà vu un président de la République qui a demandé à ce que les syndicats viennent à la présidence de la République pour échanger, mais on a vu toute la scène à la télé qui n'était pas du tout bien. C'est pourquoi je pose la question de savoir mais quelle est la posture qu'on doit adopter concrètement pour cette rencontre-là? Parce qu'on peut le dire, c'est une rencontre déterminante quand même. Oui, si la rencontre n'est pas préparée, c'est en ce temps que vous voyez ce genre de scène. D'accord. Mais si la rencontre est préparée et s'il y a un minimum d'entente à la base, voilà. Parce que dans le cas tripartite, si vraiment les techniciens préparent bien les dossiers et que les ministres et autres là s'entendent là-dessus avec eux, si c'est transmis au chef de l'État, je crois que le chef de l'État n'a plus grand-chose à faire. Mais maintenant, si c'est au niveau du chef de l'État que les syndicalistes vont découvrir
un certain nombre de choses, c'est là que commencent un peu les dérapages. D'accord. Hein? Parce que si on cache tout aux syndicats et que c'est le 23 qu'on leur dit ça, et puis on dit que c'est ça qui va être appliqué, ils n'accepteront pas. Voilà. Hein? C'est ça. Mais eux aussi doivent pouvoir quand même faire preuve de concession pour pouvoir accepter. Non, absolument, non, non. Nous avons des responsables, aujourd'hui nous avons des responsables, pour la plupart, assez matures, c'est ça? Assez matures. Voilà. Non seulement matures, mais ils savent un peu prendre, comment dire, enfin, la place qu'il faut, hein, et connaissent la situation du pays. Ils savent dans quel contexte on se trouve aujourd'hui. Parce qu'il y a des coups, hein, exogènes et tout, ça vient de partout. Non, ils sont assez responsables. Je crois qu'ils savent jusqu'où ils peuvent aller, et là où il faut faire des concessions, là où il faut faire ceci, non, ils le savent très bien. Donc vous comptez sur eux? Non, je compte sur eux. D'accord. Je compte sur eux, parce que, non, il ne peut pas changer brutalement, hein, passer d'un extrême à un autre. Hier, on les accusait d'être amorphes, mais il ne faut pas tout de suite dire c'est la politique de tout ou rien. Ah non, c'est des gens... Il faut remonter la pente tout doucement, c'est ça? Je les connais assez responsables. Non, tout doucement, il ne faut pas lentement. D'accord. Hein? Non, il y a des choses qui peuvent être réglées dans tout ce qui est cité là. D'accord. Et puis ça, c'est pour les encourager. Et puis, établir un calendrier pour le reste. Hein? Ne pas laisser le reste et puis disparaître, c'est ça encore qui peut faire ressurgir une crise. Hein? Donc voilà. Alors, vous le disiez tantôt, il y a des lois qui ont été prises, des dispositions légales pour vous, que vous avez jugées donc conservatoires. Par exemple, donner aux syndicats 10 jours seulement en une année pour pouvoir protester. Vous trouvez que l'occasion s'y prête maintenant de revenir sur toutes ces dispositions-là? Est-ce que vous voyez les travailleurs disposés donc à aller dans les négociations avec le gouvernement pour revoir un peu les choses, c'est ça? Moi, je crois que je ne peux jurer de rien. Voilà. Mais je crois que la calmie qu'il y a eu depuis environ 6 ans dans ce pays, et sur ce front-là, sur le front des entreprises, de la fonction publique et autres, je crois que la calmie qu'il y a eu jusque-là, et ça permet au gouvernement quand même de dire, bon, écoutez, comme c'est comme ça, nous allons revoir un certain nombre de choses. Hein, et puis, parce que même le Bureau international du travail réagit par rapport à ces mesures qui sont toujours en vigueur au Bénin aujourd'hui. Hein? Ça ne fait pas l'honneur de notre pays, hein, que l'on parle de 10 jours de grève dans une année. Mais est-ce que ça a réglé quand même des problèmes? Mais ça a réglé, ça a apaisé la situation. Ça a apaisé la situation, et on peut toujours trouver des garde-fous, hein, en complicité avec les syndicats. Hein, parce que donc, d'où la négociation. Il faut vraiment qu'ils puissent s'entendre, hein, et trouver vraiment de nouvelles formules, hein, pour que quand même ces barrières et autres là qui sont mises, tout ça. Alors, 10 jours de grève, vous préconisez combien? Non, écoutez. Ou bien vous ne préconisez rien. Écoutez, non, je ne préconise rien. L'étude. Ou bien on revient au système d'avant. Non, l'étude qui a été faite, qu'on a déposée au gouvernement au niveau du CNDS. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Non, on a fait une étude comparative. D'accord. Hein, concernant, par exemple, ce qui se fait dans un certain nombre de pays, et surtout de la sous-région, tout ça là. Donc, il s'agit de voir et de s'en inspirer. Hein, ça varie d'un pays à un autre. Hein, donc, dans le contexte béninois, nous pouvons très bien trouver une formule. Mais je me garde de dire quoi que ce soit. Tout ça là, ça doit être fait en concertation, dans le dialogue, hein, pour que ce ne soit pas vraiment encore une autre crise que nous créons à partir des négociations. D'accord. Vous écoutez des spécialistes, vous écoutez même des acteurs politiques qui vous disent que les conditions aujourd'hui autour de la vie syndicale, les droits de grève et autres,
même que si un gouvernement de l'opposition venait au pouvoir, c'est qu'on ne peut plus retourner à l'ancien système. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je ne prêche pas pour l'ancien système. Ah non. C'était mauvais? Non, j'ai été secrétaire général. Oui. Je n'ai jamais décrété, moi, une grève sans fin. Ah non. Je ne peux pas accepter quand même qu'il y ait des grèves sans fin. Oui. Hein? Ou on paralyse tout le système, non? Puis, c'est pas... Non, il s'agit de prendre, par exemple, dans la loi qui est adoptée, même dans les conventions internationales, une grève implique une défalcation. Voilà. Ça là, c'est pas nouveau. D'accord. Hein? Mais ça ne s'est jamais appliqué chez nous. Oui. C'est pour cela, c'est pas nouveau. Les conventions internationales prévoient cela. Voilà. Donc ces genres de dispositions peuvent être maintenues. Donc quand on boycotte le travail, on n'a pas droit au salaire. Et c'est le syndicat qui paye les grévistes. Quand tu grèves, tu prends tes responsabilités. Tu n'as pas travaillé, tu n'as pas produit, donc tu ne peux pas t'attendre à une rémunération. Vous pensez que ça peut être appliqué ici au Bénin? Mais la preuve, c'est appliqué. Oui. C'est pour cela que pendant les 10 mois, les 6 mois, les 6 derniers mois, c'est les 6 dernières années. Voilà. Les 6 dernières années, il y a eu un genre d'accalmie et autres là, donc c'est très sensible. Tout ça, ça va jouer un peu sur les décisions qui vont être prises. Les gens vont plus se lancer dans les grèves du 1er janvier au 31 décembre. Non, c'est pas... c'est pas raisonnable. C'est des choses qu'on a connues. Et puis, il y a des travailleurs qui sont des militants de syndicats de partout. Donc, tel syndicat décrète que le mouvement, lui, il est au repos. L'autre décrète, il dit qu'il appartient à ce syndicat. C'est du bordel qu'il faut... Il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre. Donc, tout ça, là, ça nous rapproche des conventions internationales. Et puis, bon, les syndicalistes, enfin, ceux qui tiennent quand même à ce que les choses se passent normalement et correctement, vont l'accepter. D'accord. Donc, non. Donc, pour vous, les syndicalistes aussi ont leur part de responsabilité? Non, nous avons... Oui. Non. Il y a eu d'abus. Il y a eu d'abus. Il y avait eu d'abus. Que par exemple, on déclenchait des grèves dans le secteur de la santé. Sans service minimum. Sans service minimum. Moi, j'ai fait l'ORTB. On nous a toujours imposé le service minimum. Enfin, parce que la presse doit continuer à fonctionner quand même. Nous, on a toujours... Mais ça dépend. Moi, j'ai sous Kérékou, au moment où Kérékou était Kérékou, mais, moi, quand je fais 24 heures de grève, on le sent bien. On le sent bien. J'ai foutu une grève un 1er août. Ah, d'accord. Un 1er août, par exemple, c'est un jour de grève. Mais le chef de l'État d'alors, Kérékou, et le 1er août devait être à Porto-Novo. Donc il faut faire la retransmission en direct, il faut faire ceci, cela. Il a appelé Monseigneur Gantine, tout le monde au secours, et puis on a négocié. Non, ça dépend. Ça dépend. Est-ce que vous avez laissé l'héritage? Parce que un moyen là, vous parlez pression. de stratégie bien organisée, structurée. Est-ce que vous avez laissé ces biscuits-là à ceux qui vous ont... Non, mais ils sont pas... Non, les collègues le savent bien, mais c'est la question de mobilisation qui se pose. Okay. Et moi, à l'époque, les collègues sont encore là, il y en a, tout le monde n'est pas mort. Vous pouvez demander aux collègues de l'ORTB, à l'époque, même les jeunes, ils ont appris ça. Pour avoir le statut du personnel de l'audiovisuel, pour avoir un certain nombre de choses. Tout ça là, à l'ORTB, c'était un truc stratégique. Pourtant, on pouvait gréver 30 jours sans défalcation. Mais nous, déjà, non, il faut opérer les choix, des choix judicieux, des choix qui portent. Donc, 10 jours de grève, de toute façon, en mon temps, si on me donnait 10 jours, je saurais bien les utiliser. Parce que c'est ce qui a quand même été dérangeant pour beaucoup de gens. On dit, bon, ok, c'est 10 jours qu'on vous a accordé, mais on ne voyait rien. Il y avait les 10 jours passés. C'est pas la durée. Voilà. Non, c'est... Parce qu'on pouvait rentabiliser les 10 jours. La grève est faite pour faire mal. Voilà. C'est ça, justement. Alors, dites-nous, avant qu'on donne la parole aux éditeurs, comment on pouvait utiliser efficacement ces 10 jours? Non, mais je commence par vous le dire.
Ce que j'ai fait, moi, par exemple, je dis, je ne choisis pas mes trucs en l'air. D'accord. Je ne déclenche pas une grève pour dire, bon, le lundi prochain, nous sommes en grève, et je prends une motion. Non. Mais c'est bien étudié. Et quand c'est bien étudié, puisque les autres, ils ont bien réfléchi pour mettre les 10 jours, je vais réfléchir aussi pour les utiliser. Pour les utiliser. Mais c'est comme ça. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Guillaume Atibé. Vous êtes l'ancien président du Conseil national du dialogue social dans notre pays. Vous êtes sur ce plateau pour parler donc de la protestation des syndicalistes. On va donner la parole à présent aux auditeurs qui vont vous poser des questions. Et donc, vous allez noter et pouvoir apporter quelques réponses bien après leur intervention. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Valentin Yonou. Nous vous écoutons. J'ai envie de dire salut camarade à mon cher doyen Guillaume Atibé. Salut camarade. On va vous porter. Merde. Ça va. Ok, merci beaucoup. On traîne la carcasse. Ça va aller, ça va aller. Je vois toujours le sang syndicaliste dans votre corps là, c'est mieux. Merci. Bon, monsieur Benjamin Naoum, permettez-moi d'aller aux préoccupations suivantes. Allez-y. Monsieur Guillaume Atibé, la loi sur l'embauche n'est-il pas temps que les travailleurs demandent expressément aux députés de faire la relecture de cette loi et de demander à l'exécutif de revoir les décrets d'application. Cette loi qui constitue le virus qui ronge les travailleurs de toutes catégories, à savoir du secteur privé et du secteur public. Il est temps qu'on aille à la relecture de cette loi parce que le gouvernement a pris cette loi comme support pour créer beaucoup d'agents chômeurs dans notre pays. Et il est temps qu'on revoie cette loi. D'accord. Deuxième préoccupation, mon cher Guillaume Atibé. Allez-y vite. La centrale des travailleurs debout avait projeté un mouvement de sitting au ministère des Finances. Est-ce que vous étiez informé de cette situation par rapport à la dotation, la note circulaire interdisant l'attribution de la dotation de carburant de façon individuelle dans l'administration publique? Où en sommes-nous avec ce dossier-là? Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Nous poursuivons et on va certainement recevoir un autre intervenant. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Nous écoutons Sébastien Yonkosso. Exactement, Sébastien Yonkosso. Monsieur le vieux Guillaume Atibé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Vous avez vu dans ce pays, vous êtes toujours modéré dans votre lutte. Ceci dit, ma première question, ça fait 8 ans que le gouvernement de la Russie est en place. Mais on n'a pas vu les syndicalistes du tout bouger. Et le peuple disait que les syndicalistes étaient complices avec ceux qui sont en place aujourd'hui. C'est pour cela que quand ils sont là, ils ne peuvent plus agir. Qu'allez-vous répondre et que pouvez-vous répondre au peuple? Parce que c'est ce qui se dit dans la bouche des citoyens aujourd'hui. Ils étaient complices avec ceux qui étaient là, ceux qui sont là aujourd'hui, et ils avaient chassé le gouvernement, ils avaient fait beaucoup de battes. Deuxième préoccupation, la marche, quand on marche dans un pays, qu'est-ce que ça fait à un gouvernement? Puisque chaque fois en Afrique, on voit quand on marche, les dirigeants empêchent les marches. C'était passé au temps de Yahi. Et ceux qui étaient, la majorité de ceux qui sont en place aujourd'hui, marchaient, disaient que c'est une simple déclaration, il faut marcher. Mais l'ancien gouvernement disait non, vous avez des formalités à remplir, et ils disaient non. Mais aujourd'hui, ils sont là. D'autres veulent marcher, ils disent non, il a aussi des conditions à remplir avant de marcher. Ça veut dire que les gouvernements sont toujours les mêmes, il n'y a pas de changement. Ma dernière préoccupation, et la vie est chère, tout est cher dans le pays. Est-ce que vous voyez les syndicalistes d'aujourd'hui défendre réellement le peuple? Et il y a une loi qui me pose problème. On nous a dit aujourd'hui, quand qu'un employeur vous a chassé, ou bien vous a des problèmes avec vous, et vous allez au tribunal, vous gagnez le procès, et votre cotisation
sera renversé à l'État. Je n'ai pas bien compris cette loi. Si vous avez des éclaircissements à nous faire sur cette loi, vous allez nous éclairer un peu. D'accord. Merci beaucoup. Si je ne me suis pas fait comprendre, je vais reprendre. Par rapport à la dernière préoccupation. À la dernière préoccupation. Allez-y. Il y a un citoyen. Oui. Un employé a licencié à Bizouma, il était au tribunal. Mais quand il a gagné le procès, oui. Le reversement, c'est qu'il reversait à la CNS. On dit que ça doit reverser à l'État. Bon, la caisse est commune. S'il fait le point après pour sa retraite, normalement, il doit pouvoir, si ça respecte les règles de l'art, il sera considéré comme un retraité. Donc, voilà. Donc il n'a pas encore fait le temps qu'il doit faire pour être retraité, pour être considéré par voilà. Il y a un délai pour être retraité. Tout à fait. Si le délai n'est pas encore venu, voilà. et que vous avez cotisé, si vous ne voulez pas continuer, on va vous reverser ça. Maintenant, c'est l'État qui prend ça. D'accord. Bon, en tout cas, on pourra donc vous donner des réponses si l'invité est au parfum de cette réalité. Nous poursuivons. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, votre nom? C'est Simon Narcisse Roulenou. D'accord. Oui, Simon Narcisse. Votre invité, Guillaume Atibé, d'accord, qui a fait du chemin dans ce pays et que nous connaissons bien. D'accord. Et ensuite, ma préoccupation, c'est par rapport au droit de grève, qui est devenu une mesure conservatoire prise par le gouvernement. Jusqu'à quand cette loi, cette mesure conservatoire va être mise va être supprimée, je vous l'ai dit. Et puis maintenant, le droit de grève là, la suppression des droits de grève là, c'est un peu bien pour la population et un peu mauvais pour les syndicats. Comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir, il faut que l'Assemblée, les gens puissent gérer cela correctement pour que ça n'agisse pas trop sur l'évolution des enfants, l'évolution donc de les hôpitaux, etc. Donc, c'est ce que moi je voulais donc conseiller par rapport aux responsables de ce pays, pour que tout le pays marche et que tout soit très bien. Donc, vous vous mettez et souhaitez bonne émission à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Narcisse Roulenou, pour votre intervention. Bonjour. Bonjour, René Benjamin Naouma. Oui, votre nom? Mon nom, c'est environnement depuis Danando. D'accord. J'ai eu cette question pour l'inviter. En tant qu'ancien de la maison de l'OATB, que pensez-vous du passage de l'OATB à la CRTB? Je voudrais avoir votre avis. Merci. D'accord. Le passage? Oui, de l'OATB, qui devient donc une société. Donc, l'OATB, l'Office de radiodiffusion, qui devient donc la Société nationale de télévision ou de radio du Bénin. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Oui, Ahwasu Renfofrod. Attention. D'accord, j'ai compris. Merci. Bonjour. Ahwasu Renfofrod. Benjamin Naoum, je veux te saluer d'abord. D'accord, merci beaucoup. Pour tout ce que tu fais. Il faut passer, j'ai écouté quelque chose, vraiment, il faut que tu viennes sur les antennes, il faut que ce qui passe dans le pays, il faut qu'on dise réellement. Merci beaucoup pour les gens, pour nos avocats qui t'ont dépensé aussi, c'est très bien. D'accord, merci. Moi, j'ai une seule question. Est-ce qu'aujourd'hui, le temps que notre père qui était là, est-ce que c'est ce qu'on a aujourd'hui? Est-ce que c'est comme ça, même il revendique comme ça avec tout ce qu'on peut revendiquer aujourd'hui là? Comment on va revendiquer? Le président a dit, il a seulement 2 ans, qu'est-ce que tu fais? On peut revendiquer aujourd'hui maintenant qu'on peut nous faire le maïs de 4 ans aujourd'hui. Nous-mêmes aussi, on crée une entreprise. On ne peut plus avoir créé cette entreprise pour dire, j'ai un état quelque part, j'ai ça sur les jeunes pour pouvoir me travailler. C'est mon question que je mange à demain. Donc, comment mettre les jeunes au travail pour la réduction du prix du maïs? Oui. Il faut produire abondamment, c'est ça? Il a les gens qui ont fait campus aujourd'hui pour travailler, pour faire le travail. Et les gens à la maison, ils ne travaillent pas. On peut créer, non? D'accord.
Voilà, merci beaucoup à vous. Souvent, Fofrad a dit ce qu'il faut faire. Il faut mettre les jeunes au travail pour produire assez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont formés, mais qui sont à la maison. On doit pouvoir les orienter vers les secteurs de production. C'est sa préoccupation. Bonjour. Naoum. Oui, votre nom? Paul Chodaton depuis le stade du feu général Mathieu Kérékou. Je salue votre invité. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Ma première question pour l'invité, est-ce que nous avons véritablement des travailleurs au travail ou bien nous sommes des contre-productifs? C'est ma première préoccupation. Si nous sommes des travailleurs, de vendeurs de timbres ou bien assis à l'ordinateur, ou bien nous produisons des véhicules ou des engins ou des portables pour amener à l'exportation. Parce que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on dit souvent, quand vous voulez cacher quelque chose à un Africain, cachez-le dans un livre. Les nouvelles réformes avec les lois, ils n'ont pas connaissance des tests et ça pose problème pour les matchs. Je pense que, comme vous venez de le dire tout à l'heure sur l'antenne, je pense savoir qu'avant d'aller rencontrer le gouvernement, que nous cessons de continuer à fonctionner comme l'écriture arabe, ils doivent véritablement préparer tout ça avant d'aller s'asseoir avec le gouvernement pour que nous ne retournons plus à la table de ping-pong là. Les matchs comment dirais d'avant mai là et pour le samedi là, la question que je voudrais poser à ces syndicalistes là, est-ce que ça a produit des tonnes de maïs ou bien ils ont marché pour la forme ou bien leurs revendications, c'est ça qui va nous produire ce qu'ils demandent, ou bien nous allons nous mettre véritablement au travail comme les Chinois qui bossent 24 heures sur 24 heures pour produire pour leur pays. Nous voulons toujours quelque chose dans notre pays et son contraire. Est-ce que nous contribuons véritablement à renflouer les caisses de l'État quand je prends celui qui va prendre son bidon, aller chercher l'essence prélatée au Nigeria subventionnée et ne prend pas la route de la station ici pour permettre à ceux qui ont investi dans les équipements de station et à recruter du personnel. Et nous boycottons ça et nous allons envoyer tout l'argent à l'extérieur et nous venons demander à l'État. Parce que si eux, ils produisent, ils vont payer des impôts. Avant que le syndicaliste là ne demande ses revendications. Est-ce que nous faisons du travail dans ce sens-là? D'accord, merci. Et nous demandons tout à l'État. D'accord, on a compris votre préoccupation. Pas chaud d'attendre. Merci beaucoup à vous. On va poursuivre avec encore deux intervenants, et si tout va bien, pour revenir au studio et donner des réponses aux questions posées. Auditeur en ligne, quelqu'un là? Ok, on va donc attendre quelques secondes. S'il y a un dernier qui se pointe, on pourra le recevoir. Sinon, on va passer aussi à la réponse. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, monsieur Aliakidje. Oui, je vous salue. Avec plaisir. Je salue votre invité, monsieur Atingbe. D'accord. Oui, oui. Monsieur Atingbe. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est la Jackie Djabazil. Je suis président de l'organisation des conducteurs de taxi de Cotonou, Octavic. Donc, nous sommes dans les mêmes conditions. Et ce que je voudrais dire, c'est quoi? Quand le syndicaliste a écrit au préfet, puis le maire n'a pas répondre, si c'est moi, il doit s'approcher au ministre de l'Intérieur pour voir clair pourquoi il n'a pas donné l'ordre. Sinon, bon, professeur, les enseignants, c'est des cadres, c'est des gens qui sont, sans les enseignants, le pays ne peut marcher. Quand j'ai vu les choses en train d'arrêter les enseignants, moi, ça me fait mal, vraiment mal. Donc, pour aller un peu en arrière, au temps de la Révolution, vous savez très bien que quand Sékou est bon, Sékou n'est pas bon de tous les côtés. C'est comme ça qu'il a britannisé les syndicats à son temps, au temps de la Révolution. Donc, c'est continuer, un gouvernement doit faire ce qu'il veut. Mais c'est pas tout ça, c'est pas le chef d'État qui a donné l'ordre ou bien le ministre qui a donné l'ordre. Donc, vous devez s'approcher au ministre de l'Intérieur pour savoir concrètement, avant de sortir dans leur bureau. Sinon, c'est pas bien. Ok, vous avez une question? Bon, moi, je n'ai pas une question en tant que tel. Hein. Ça me fait mal, je les conseille de ne plus faire ça, quoi. D'accord. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Et donc, on revient donc au plateau pour commencer à répondre aux questions. Merci à tous ceux qui ont pu intervenir. Je vous donne la parole, Monsieur Guillaume Atibé. Je crois que vous avez noté les questions. Oui. On commence par Valentin Ayonou. Oui. Je crois que... Lui parle de la loi sur l'embauche à la relecture. Oui. Non, la loi sur l'embauche, la relecture, je crois que cette relecture est fondamentale dans les revendications des travailleurs. Et tout à l'heure, j'ai dit que nous nous sommes penchés là-dessus déjà. Il y a avec au niveau du Conseil national du dialogue social, où il y a les représentants des centrales syndicales, dont la plupart des secrétaires généraux, il y a les représentants des employeurs et le gouvernement. Et on a sorti un document consensuel par rapport avec un certain nombre de recommandations qui ont été faites. Il s'agit vraiment de revoir peut-être qu'il y a d'autres documents aussi qui se sont penchés sur la question. Et ceux qui ont fait, par exemple, c'est l'un des meilleurs spécialistes du monde du travail, ici au Bénin, qui a dirigé, par exemple, cette étude-là. Donc, moi, je pense que la relecture de cette loi-là s'impose. C'est une revendication fondamentale des travailleurs. Donc, il faut comprendre ça, je pense, à côté. D'accord. Il parle de suppression de dotation de carburant. Oui, je crois que c'est une revendication, effectivement, qui est portée par la centrale syndicale debout. D'accord. Je suis informé de cela. D'accord. Et j'ai cru comprendre que des dispositions sont en cours et pour que quand même on puisse faire la part des choses au niveau de ces suppressions-là. Parce que il ne s'agit pas de supprimer l'ensemble des avantages, mais il semble que ce qui se fait actuellement, effectivement, c'est sans discernement, mais donc il faut vraiment mettre de l'ordre. D'accord. Ok. On poursuit avec Sébastien Yonrossou, qui parle de 8 ans d'accalmie. Et qui dit que, est-ce que ce n'est pas une complicité? Non, tout à l'heure, j'ai répondu à cela un peu dans mon développement. D'accord. 8 ans d'accalmie, je dis que... C'est pas une complicité. C'est pas une complicité. Il ne faut pas voir ça nécessairement comme une complicité. Mais le président Talon est venu avec des méthodes nouvelles. Les gens sont obligés de prendre le recul nécessaire. Peut-être que le temps a trop duré. Mais ils retrouvent leur marque. Il faut qu'ils retrouvent leur marque. Et je crois que maintenant, ils ont retrouvé la marque. D'accord. Ouais. Alors, Marche, il cherche à savoir quel est l'impact sur un gouvernement pour qu'on tente donc de vouloir interdire. Qu'est-ce que ça fait? Tout à l'heure, j'ai dit qu'à l'instar de la grève, c'est un moyen de pression, la marche. C'est un moyen de pression. Vous savez, aujourd'hui, ce qui se passait tout simplement entre les travailleurs et le gouvernement est aujourd'hui sur la place publique. C'est devenu une préoccupation nationale. Tout le monde s'en préoccupe. Donc, je crois que ce qui pouvait se régler dans la chambre à coucher, maintenant est au salon et dans la cour. C'est pas bon pour un gouvernement. D'accord. Donc c'est un moyen de pression. D'accord. Il parle de la vie chère et demande si les syndicalistes défendent véritablement le peuple. Parce que moi-même j'ai posé la question. Vie chère. Maintenant on vient exposer plusieurs autres revendications. Est-ce que la stratégie c'est vraiment pour le peuple ou bien pour les travailleurs uniquement? Non. Vous savez, c'est des préoccupations. C'est les préoccupations que les gens ont exprimées. D'accord. Mais il y en a... il y en a qu'il faut catégoriser. Il y a ce qui rentre dans le cadre général. Donc, ça dit que dans les options, par exemple, que le gouvernement doit prendre pour vraiment satisfaire les travailleurs, étant entendu qu'on parle de la vie chère, il ne s'agit pas, par exemple, de prendre une mesure qui ne concerne qu'une partie de la population. Il s'agit, par exemple, d'une mesure concernant le maïs. Ça concerne tout le monde.
Donc, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, que de chercher... Les gens réclament par rapport à cette affaire de maïs le retour des structures comme ONASA. Vous pensez que ça peut être une bonne chose? On m'a dit qu'il y a des études en cours et que ce n'est pas rejeté en tant que tel. Pour avoir des boutiques témoins quand même, où on peut acheter à moins de coût. Il paraît que l'étude est vraiment en cours. D'accord. C'est des options qui sont sur la table et les gens doivent pouvoir choisir. Et je crois que les syndicats peuvent faire avancer un peu cette préoccupation-là. D'accord. Bon, Sébastien Rossou qui a parlé également d'une préoccupation par rapport à un agent qui a été licencié et après les ressources qu'il doit pouvoir puiser au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, mais on dit que ça va être reversé à l'État. Oui, je crois que ça, c'est un dossier. Sans être en possession du dossier, ce dossier, on ne pourra pas... On ne peut pas dire au micro, vraiment, il faut aller dans tel ou tel sens. Je crois que si vraiment on connaissait cet agent-là, on peut l'orienter. On peut l'orienter et peut-être voir avec lui ce qu'il y a lieu de faire. D'accord. Narcisse Rolonou, lui, il parle de droit de grève, mesure conservatoire. Il cherche à savoir jusqu'à quand ça restera une mesure conservatoire. Non. Qui décide de la fin? Je dis, c'est moi qui ai parlé de mesures conservatoires. Okay. C'est votre analyse? C'est mon analyse. Voilà. C'est mon analyse et c'est pas aujourd'hui que je sors ça. D'accord. Parce que face à une situation donnée, un gouvernement peut prendre des mesures conservatoires. D'accord. Pour essayer quand même d'arrêter quelque chose ou de protéger quelque chose. Ça dépend des problèmes qui se posent dans la société. D'accord. Donc, et ça ne peut pas trop durer éternellement. Donc, je pense que c'est le moment quand même de revoir ces mesures-là et de revenir à la normale. D'accord. Mais il dit aussi, si on doit faire la relecture, comment faire pour ne pas retrouver dans les vieilles pratiques? Non, justement, en faisant la relecture, on doit tenir compte du fait qu'il y a eu beaucoup de débats, qu'il y a eu beaucoup de situations. C'est en voulant éviter ces situations qu'on a préconisé les nouvelles, qui aussi n'ont pas donné de bons résultats. Donc on ne peut pas maintenant retomber encore dans les mêmes revers qu'auparavant. D'accord. Il y a Setonji Raymond qui a parlé du changement de l'OATB en société. Quelle est votre lecture? D'autant plus que vous venez de là-bas, vous avez fait quand même une bonne partie de votre vie professionnelle là-bas. Alors, l'OATB qui devient une société, c'était une office avant. Oui. Je crois que c'est un office de service public. Et ça doit demeurer une structure de service public. Si le service public est sauvegardé, et je crois que ce doit être la préoccupation principale et des autorités et du public. Donc maintenant, les autres conditions pour accompagner cela, le statut du personnel et autres, je crois que c'est l'affaire du syndicat maison avec les autorités. D'accord. Il y a Wassou Renfort-Froide qui est préoccupé bien entendu par l'implication des jeunes dans la production massive de produits vivriers. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça c'est aussi une option. Je crois une option principale. Je crois que on ne peut pas avoir des gens, une frange de la société qui ne fait rien. Des gens diplômés mais qui sont à la maison. Qui sont à la maison, mais le problème aussi, est-ce qu'ils ont appris ça? Et qui mangent beaucoup d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont appris ça? Donc, il va falloir mettre en place un système de reconversion pour pouvoir vraiment les utiliser comme cela se doit. Et je crois que c'est une piste à explorer. Oui. D'accord. Merci beaucoup à vous. Paul Chaudaton. Il dit travailleur ou travailleur au travail ou contre-productif. Il s'interroge. Est-ce que vraiment les travailleurs sont au travail dans notre pays, le Bénin? Bon, je suis un peu partagé par rapport à ce qu'il dit. Il paraît qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, mais de plus en plus quand même, je crois qu'il y a eu... c'est un peu ce que on peut quand même mettre à l'actif du gouvernement Talon. Je crois que aujourd'hui, les gens ne restent plus tellement chez eux pour aller percevoir un salaire à la fin du mois. Il y a eu beaucoup d'ordres sur ce plan-là. Même les missions où les gens ont des ordres de mission, ils restent dans Cotonou et puis ils touchent des frais de mission
comme quelqu'un qui a par rapport même à l'étranger. À l'étranger, bon, je crois que c'est des pratiques qui sont vraiment réduites aujourd'hui. Hein, et je ne dirais pas que c'est éliminé, mais on a beaucoup avancé sur ces plans-là. D'accord. Connaissance des tests par les syndicalistes. Est-ce que vous voyez vraiment par rapport à la loi d'autorisation ou de demande d'autorisation pour marcher, est-ce que vraiment les syndicalistes connaissent les tests? Au moins ça, les syndicalistes connaissent. Parce que là, on peut leur faire confiance sur ça. Non, mais si on voit un peu comment les choses sont déroulées, hein, j'ai fait une interview à l'un de vos confrères, le Matinal, qui est un quotidien, je crois. Oui, tout à fait. Et quand ils se sont rapprochés de moi après les événements du 27 avril, j'ai dit non, ça s'est passé. Aujourd'hui, après la libération justement des secrétaires généraux, j'ai dit qu'il faut que chaque parti puisse tirer les leçons qui s'imposent. Et en autorisant la marche d'hier, par exemple, et tout ça là, je crois qu'il n'y a pas eu d'éléments nouveaux qu'on a ajoutés. Il n'y a pas eu d'éléments nouveaux. Je ne suis pas là pour remuer les cendres, mais je crois que c'est la même démarche qui avait été effectuée et qui n'avait pas abouti. C'est un peu la même qui, cette fois-ci, quand même, leur a permis de marcher. D'accord. Ouais. Voilà. Il demande si la marche produit du maïs. Non, je crois que c'est un moyen de pression. Hein? Tout le monde est confronté au problème du maïs. Il ne faut quand même pas banaliser les marches aussi. Il ne faut pas les banaliser. Non, je crois que de toute façon, la marche d'hier nous a apporté quelque chose de sérieux. C'est que le chef de l'État reçoit par exemple les syndicats le 23. C'est ça. C'était pas le cas. Hein? Donc la marche a donné quelque chose. Forcément. Ouais. Merci beaucoup à vous. Il y a Adja Kidja qui a parlé donc également de la demande d'autorisation. Il n'a pas aimé un tant soit peu la manière dont les gens ont été interpellés. Et je voudrais même poser la question parce que j'ai lu quelque part où on dit qu'il y a des badauds qui sont utilisés lors des marches. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Non. Eh bien, les syndicats n'évitent pas les badauds. Les badauds viennent... saisissent l'opportunité. Il y a des curieux, il y a un peu de tout qui se mêle, disons, aux marcheurs et autres là. C'est pour cela que l'encadrement... C'est-à-dire, vous voyez, l'autorité qui refuse, par exemple, qui dit « je n'autorise pas cette marche-là », peut avoir des raisons. Des raisons qui justifient un peu cette interdiction-là parce que ils ont des informations qu'on ne déterront pas. Hein? Mais en lieu et place, on ne peut pas refuser systématiquement. Hein? On peut différer, on peut changer l'itinéraire. Il y a plusieurs méthodes. Hein? Donc, je pense que les badauds s'infiltrent dans ce genre de choses. Les travailleurs ne font pas appel aux badauds, aux délinquants pour pouvoir grossir les rangs et non. Bon, quand vous déclenchez ou bien vous annoncez ou vous demandez l'autorisation à marcher, par exemple, dans notre pays, et que dans le rang de ces marcheurs travailleurs, on retrouve des politiciens bontins, est-ce que c'est bien pour l'image du syndicalisme? Non, je crois que le politicien ne peut pas venir sans que les organisateurs de la marche ne l'autorisent. Ne l'invitent. Ne l'invitent. D'accord. Non. Je crois que tout ça là, vous savez, il y a des revendications d'autres politiques. Voilà. Mais quand c'est comme ça, le politique se rapproche de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui organisent la marche et disent nous venons soutenir. Et quitte au syndicat de leur donner la parole, d'accepter ou de ne pas accepter. D'accord. Ah oui. Mais le politicien ne peut pas s'infiltrer, non, parce qu'il y a une marche. Non. Peut-être qu'il a double statut, un statut de travailleur, et politicien à la fois. Qu'il utilise. Bon, si on le voit en ces lieux-là, il s'agit de faire le distinguo. D'accord. La confusion n'arrangerait personne, en quelque sorte. Non. D'accord. On revient donc à une question que j'ai reçue sur WhatsApp. Là, il y a quelqu'un qui a écrit, Charlemagne Sarouillon, mais je crois qu'on a quand même parlé de sa préoccupation. Il dit, qu'en pensez-vous des grèves des enseignants
les grèves que les enseignants faisaient pendant toute une année scolaire en 2016. Je crois que vous l'avez abordé. Donc c'est un abus, vous l'avez mentionné. Donc on a Distella Moussou qui vous pose aussi des questions. Est-ce qu'une marche syndicale autorise l'outrage et l'injure publique contre le président de la République? Non, je crois que, vous savez, le syndicat est une école. Et la meilleure école de civisme, c'est au syndicat. Parce qu'il a donné un exemple. Il a donné un exemple, il dit talon voleur. Est-ce qu'il est normal de scander des slogans comme celui-là dans les rues? Non, c'est pas ça. Le syndicat n'apprend pas ça à ses militants. Et qui fait ça alors lors des mouvements? Quelqu'un qui s'est infiltré. Les badauds, c'est ça? Quelqu'un qui s'est infiltré, qu'on a envoyé dire ça. Ah d'accord. Ah oui, mais tout ça, ça se passe. Les gens qui rentrent par-ci, par-là, racontent, et puis bon, il faut avoir la preuve vraiment que c'est un travailleur syndiqué qui pousse ces gens de cris. Nous, on n'enseigne pas ça au syndicat. C'est une école de formation, tout ça. D'accord. Alors, Distella Moussou pose une deuxième question. Est-ce qu'à ce jour, les responsables syndicaux jouent leur partition pour amener les travailleurs à déclarer leurs employés de maison? Parce que c'est ce qui est dit quand même, la loi dit même si vous avez des employés à la maison, même dans les entreprises, il faut déclarer tout le monde. La question que je vais d'abord poser, il y a combien de travailleurs capables de recruter des employés de maison? Voilà. Dans le contexte béninois d'aujourd'hui, je crois que généralement, ce ne sont pas les travailleurs qui... En fait, ceux qui ont vraiment le statut de travailleur qui utilisent des employés de maison chez nous. Bon, maintenant, ils ont l'obligation. Voilà. Si quelqu'un a un employé de maison, il a l'obligation, tu utilises un chauffeur, tu as l'obligation vraiment de le déclarer, de satisfaire à toutes les formalités. On nous disait ça quand même à la Bourse du Travail, le personnel administratif et autres qu'on utilisait, les gens critiquaient ça, mais aujourd'hui, je crois que tout a été normalisé, tout a été régularisé. Il n'y a plus d'employés à la Bourse du Travail qu'on ne déclare pas et qui travaillent. D'accord. Alors, nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Je vais vous laisser la parole pour prodiguer donc quelques conseils que pour revenir sur tout ce qu'on a dit en résumé, que ce soit aux partenaires sociaux, aux gouvernants et également aux organisations patronale de notre pays, le Bénin. Merci. Oui. Non, ce que je pense que la marche d'hier a donné une autre tournure vraiment aux relations gouvernement, employés et travailleurs. Parce que ça s'est passé vraiment dans le calme, comme cela se doit. Et puis, il y a une bonne nouvelle qui a été apportée pendant le meeting, c'est que le chef de l'État reçoit les travailleurs. Et comme je le disais dans mon speech, c'est qu'il faut absolument que cette rencontre soit préparée. Que ce ne soit pas là-bas, devant le chef de l'État, que les syndicats soient informés un peu de ce qui va se faire, enfin, de ce qui doit des décisions qui sont prises par le gouvernement, mais il faut quand même que à un niveau responsable, que les gens quand même puissent échanger et s'accorder sur ces choses-là, parce que ça ne fait pas l'honneur de notre pays et qu'on assiste vraiment à des scènes déplorables. Par exemple, vous l'avez évoqué dans votre chose. Donc, moi, je pense que je demande également aux travailleurs, aux responsables syndicaux. Je sais que ceux qui portent le mouvement actuel sont assez responsables et qui sauront prendre la mesure des choses. Et que ils sauront faire les concessions qu'il faut au moment où il faut, et utilisons vraiment tous les mécanismes de dialogue, de négociation, tout ça, pour que les militants les accompagnent effectivement dans ces négociations. Parce que c'est ça aussi qui fait bouger les choses. Quand l'interlocuteur
que ce soit l'employeur privé ou le gouvernement, je sais que vous avez quand même un poids derrière vous. Je crois que tout cela, ça contribue au dégel. Donc voilà ce que je peux conseiller. Ok. Votre mot de fin pour clôturer? Le mot de fin, c'est vraiment de vous remercier. D'accord. C'est la première fois que j'interviens sur vos antennes. Tout à fait. Mais c'est vraiment une radio qui est née avec des dents. Ah bon? Pratiquement. Merci beaucoup. Je retrouve les anciens qui sont là, Oui. René Bewa, et toi-même, Naoum, et d'autres. Non, je pense que vous faites du bon travail. Merci. Vous faites du bon travail que j'apprécie beaucoup. C'est Radio Cotonou, bon, c'est à Cotonou, mais c'est écouté un peu partout. D'accord. Dans la périphérie. Oui, même sur Internet également. Ah oui, c'est très bien. D'accord. Et merci pour cette invitation que vous m'avez adressée. Merci beaucoup à vous, Monsieur Guillaume Atibé. Vous êtes ancien président du Conseil national du dialogue social de notre pays, le Bénin, et vous êtes également un ancien syndicaliste. Vous étiez donc sur ce plateau pour parler donc de la fronde syndicale contre la vie chère dans notre pays, le Bénin. Merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Merci aux auditrices et auditeurs également pour leur écoute et participation. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikpei, à la présentation Benjamin Honoré Naoum, mais comme annoncé, vous restez câblés 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite de journée dominicale à vous. Merci à chacun et à tous. Franc-Parler